Monde numérique. L'automatisation que permet l'IA permet de gagner du temps. Et ce gain de temps permet aussi de personnaliser les activités en fonction des besoins, mais aussi de scénariser. Bonjour Nejma Beldim. Bonjour Léo. Vous dirigez la start-up Knowledge. Ça s'écrit N-O-L-E-J. On comprend qu'il y a un jeu de mots entre knowledge en anglais. C'est ça ? Absolument. Voilà. Absolument. C'est une start-up française donc spécialisée dans l'IA générative au service des enseignants. Vous êtes ce qu'on appelle une EdTech, une start-up tech dédiée à l'éducation. Vous avez reçu plusieurs prix. Et alors vous utilisez l'IA, si j'ai bien compris, pour aider les enseignants à créer, à fabriquer leurs cours, c'est ça ? C'est exactement ça. Ce qu'on permet de faire très concrètement, c'est de transformer des ressources existantes. Donc là, on peut partir par exemple d'un PDF, on peut aussi partir d'une vidéo ou même d'un podcast. On pourrait prendre cette vidéo par exemple et se dire, on va transformer ça en quiz, en flashcard, en résumé, une vidéo interactive. Donc ce qu'on permet de faire, c'est d'accélérer la conception pédagogique pour les enseignants. Quel type d'enseignant ? Ça s'adresse à quel professionnel ? Alors aujourd'hui, on s'adresse à des enseignants qui sont au lycée, qui sont aussi au collège, mais on a aussi des enseignants de l'enseignement supérieur, des formateurs dans les centres de formation ou les business schools. Donc c'est toute personne qui détient finalement une expertise et on va essayer de capturer cette expertise et la rendre engageante à travers des activités pédagogiques. Donc vraiment, vous essayez d'attraper cette révolution de l'intelligence artificielle et de l'appliquer à l'éducation, parce qu'on sent bien, depuis que ChatGPT est arrivé, qu'il y a quelque chose à faire en matière d'éducation, mais on sait aussi que les professionnels peuvent être un peu déroutés par rapport à tout ça. Absolument. Et puis, peut-être un élément de contexte qui est important, c'est qu'on a commencé chez Knowledge à travailler sur de l'IA générative bien avant l'ouverture au grand public de ChatGPT. On a commencé il y a 5 ans et on avait développé nos propres modèles d'IA. Et à cette époque, c'était assez compliqué de développer ses propres modèles parce qu'il fallait des espèces de moteurs hyper puissants pour atteindre une performance qui soit à la hauteur en termes de conception. Mais on a appris quelque chose d'essentiel à ce moment-là, c'est que quand on garde pas l'humain dans la boucle, c'est-à-dire que quand on est sur une automatisation qui est purement rattachée à l'IA, l'acceptation est compliquée. Et on a fait ce choix justement de se dire on va garder l'humain dans la boucle, on laisse pas l'IA gérer toute la conception. L'humain reste dans la boucle et c'est cet élément-là qui va permettre une acceptation, une adoption qui est très forte. Et ça veut dire quoi, Et en fait, concrètement, laisser l'humain dans la boucle ? alors à l'époque, on avait une application et en fait, en partant d'un article, automatiquement, c'était je génère des activités et puis on avait un quiz et un résumé. Je ne pouvais pas, en tant qu'experte, corriger ce qu'avait généré l'IA. Aujourd'hui, Oui. je peux guider l'IA et je peux surtout absolument tout modifier, puis lui dire je veux que tu me génères ce quiz-là pour des élèves en 6e et non pas pour les élèves allophones qui ne maîtrisent pas forcément correctement la langue française. Et on va pouvoir tout modifier. Et cet élément de contrôle et d'autonomie, c'est ce qui a permis d'amener cette acceptation. On imagine que les profs ne veulent pas se sentir totalement dépossédés et qui... Exactement, otage de l'IA, c'est ce qu'on nous dit. Et c'est ça qui, finalement, ils veulent pas d'une solution parfaite. Ils veulent d'une solution qui les inspire, qui amène de la créativité et qui les soutienne. Et il faut leur laisser cet espace, en fait, pour apporter leurs pattes. Mais alors justement, qu'est-ce que ça apporte concrètement ? Qu'est-ce que ça apporte aux cours et surtout aux destinataires, aux apprenants, Ouais. aux élèves, etc. Alors, aux élèves, on utilise en fait un format qui a été testé dans la recherche. Et on amène énormément de rétention. Donc, on a des études qui prouvent qu'on amène plus de 80% de rétention. Donc, concrètement, les élèves mémorisent beaucoup mieux. On a mené des tests également, ils ont de meilleures notes. Et en fait, les élèves se mettent dans un but de performance. On aimerait qu'ils soient dans un but d'apprentissage, mais la réalité, c'est qu'ils veulent une super note à la fin de l'année. Et donc, et pouvoir se tester, être dans cet apprentissage formatif, c'est ce que ça leur permet. Et ça permet de l'engagement. Donc ces activités-là, elles sont hyper puissantes pour ces élèves qui aussi, souvent, on n'est pas sur des classes qui sont homogènes. Donc j'ai des élèves qui sont plus avancés que d'autres et il faut pouvoir embarquer tout le monde. L'automatisation que permet l'IA permet de gagner du temps. Et ce gain de temps permet aussi de personnaliser les activités en fonction des besoins, mais aussi de scénariser. Et cette scénarisation pédagogique, elle est essentielle. Par exemple, un prof de maths dans un collège, quel intérêt il aurait à utiliser une solution comme ça ?
Alors un professeur de maths, on pourrait se dire, je reprends l'exemple des groupes, des classes avec des niveaux hétérogènes. Il va pouvoir sélectionner un cours pour des élèves un peu plus avancés et générer des activités en l'espace de 10 minutes, 10 minutes, partager ces activités-là à ce groupe d'élèves qui est plus avancé et prendre un autre contenu adapté au niveau des élèves qui sont plus en difficulté et prendre peut-être plus le temps et leur partager ces activités-là. Donc ça va lui permettre d'anticiper, l'anticipation est extrêmement importante, de pouvoir planifier et surtout de mettre en place de façon très concrète de la différenciation pédagogique en dehors de la classe, mais aussi en classe. Et, et puis, ce qu'on a aussi, c'est un outil IA qui est digital, mais on permet d'imprimer tout simplement. Donc on a des enseignants qui impriment les flashcards et qui mettent en place des ateliers entre pairs en classe. Et donc ils s'interrogent comme ça avec les flashcards, ils jouent ensemble et ça permet de créer une bonne dynamique de travail avec de l'apprentissage entre pairs. Donc on n'est pas sur du numérique à tout prix, absolument, absolument pas. Et c'est ça aussi qui embarque les enseignants dans l'éducation. En fait, c'est pas tellement l'enseignant qui est concurrencé, c'est plutôt le manuel scolaire parce que, c'est un outil qui réinvente le manuel scolaire. C'est juste, c'est juste. Ça permet de créer des exercices, de créer des vous l'avez dit, des quiz, des choses comme ça, et cetera, hein. Oui. Et puis on a un positionnement qui est complètement différent. Jusqu'à présent, quand on parle d'adaptive learning, c'est l'IA qui fait l'adaptive learning. C'est l'IA qui décide, OK, c'est cet exercice maintenant à cet élève. Et puis avec Knowledge, on se dit, bah non, l'enseignant connaît ses élèves, et c'est lui qui va adapter et qui va mettre en place cet adaptive learning. Et c'est vrai là, pour le coup, l'enseignant n'est pas du tout concurrencé par l'IA, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Vous avez mesuré les bénéfices d'une telle technologie? Oui. On mène des travaux avec l'université Paris-Nanterre. En fait, je viens du monde de la recherche. J'avais commencé un projet de thèse que j'ai arrêté pour développer Knowledge, mais je continue la recherche. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une satisfaction améliorée grâce aux activités générées, mais surtout, il y a aussi de la confiance. Et ça, on néglige souvent le sentiment de confiance et le sentiment d'efficacité, tant pour les élèves que pour les enseignants. Les enseignants sont en surcharge. Ils ont besoin aussi de retrouver le sens dans leur métier, de retrouver cette belle relation qu'ils avaient avec leurs élèves et avoir des élèves qui vous disent on en veut encore. C'est ça, je cite, ça leur apporte beaucoup de soutien et beaucoup, j'ai envie de dire de joie, mais c'est réellement ça, quoi. Ils sont excités, ils se disent ah bah c'est chouette, on est en train de refaire quelque chose de sympa, on peut faire encore des choses chouettes aujourd'hui en classe. Ça permet également de gagner du temps, aussi bien sur la préparation des cours que sur l'apprentissage lui-même? Absolument, on a mené cette enquête donc on a fait une expérimentation au niveau de la région Île-de-France. On a déployé la solution auprès de tous les lycées et on a mené une enquête et en moyenne, les enseignants, lorsqu'ils utilisent Knowledge pour un contenu transformé, ils estiment gagner en moyenne 12 heures par semaine, ce qui est énorme. Et ce gain de temps, ils l'utilisent pour de la scénarisation et de la différenciation pédagogique. Alors là, on parlait, des élèves, du secondaire, et cetera, mais votre solution, elle s'adresse aussi, à l'enseignement supérieur et même à la formation professionnelle. Qu'est-ce que ça peut apporter également à cette partie-là du marché? Pour cette partie-là du marché, il y a un enjeu de digitalisation qui a débuté avec le Covid et maintenant ils doivent transformer les investissements faits. Et puis il y a aussi des enjeux de souveraineté. Donc on travaille par exemple avec l'université de Rennes. Ils ont beaucoup de papiers de recherche ils veulent protéger leurs données et il faut pouvoir leur proposer une IA générative qui respecte aussi la sécurité de ces données. Et donc on a développé une architecture dite agnostique. Et donc on va pouvoir plugger les propres modèles développés par les universités elles-mêmes. Ça leur permettra d'innover, d'avancer dans leur innovation sans mettre à risque leur contenu. Donc ça, c'est pour les universités. Et puis pour les business schools, c'est pareil, hein, ils ont des élèves venus du monde entier, avec des élèves venus à Singapour, d'autres aux États-Unis, d'autres en région LATAM et ils ont besoin de les mettre au même niveau et accélérer la digitalisation, c'est essentiel pour eux.
Nejma Belgine, quand on parle d'IA générative, on sait qu'il y a un gros problème, c'est, les hallucinations, les erreurs, il y a un pourcentage d'erreurs qui est encore significatif. Comment est-ce que vous contournez ce problème? Est-ce que, un cours préparé avec de l'IA générative ne risque pas de contenir des erreurs? Ah bah, cette problématique-là, on l'a adressée dans l'ADN même du produit. C'est pour ça qu'on commence toujours par une source. Sur Knowledge, on peut pas arriver comme sur ChatGPT et demander à l'IA de générer quelque chose. C'est pas possible. On aura toujours cette source et on force l'IA à générer des activités à partir de cette source. Et c'est comme ça qu'on évite tous ces phénomènes d'hallucination. Et on a toujours gardé, on nous a demandé d'ouvrir les wagons et puis d'avoir cette page blanche dans laquelle on pourrait demander à l'IA. Et pour l'instant, on l'a pas fait. Ce qu'on a fait, par contre, c'est maintenant, c'est intégrer le multi-document. Donc plutôt que de partir d'une ressource, on va pouvoir partir de 5 vidéos, de 3 podcasts et de 5 documents et Ah de oui. donner des objectifs pédagogiques. Et toujours l'humain dans la boucle. C'est là encore l'essentiel. Le plus important, c'est garder l'utilisateur dans la boucle qui va pouvoir corriger et guider l'IA. C'est comme ça qu'on élimine ces erreurs. Qu'est-ce qui empêcherait à un collégien, un apprenant quelconque, de fabriquer lui-même ses propres cours, sans passer par un prof? Bah, il pourrait se connecter, se créer un compte sur Knowledge et tester la solution. Et Bon, puis à part qu'il s'ennuierait peut-être un peu, mais faudrait que, vous savez quoi? Faudrait que je regarde un petit peu dans les connexions, si on n'a pas des petits malins qui ont essayé de se créer un compte, c'est possible. C'est ouais. possible. Pour l'instant, on n'en a pas vu, mais je le creuserai le sujet. Encore une question, vous êtes sur un marché qui est quand même assez concurrentiel, hein, je l'ai dit, les EdTech, il y a beaucoup d'entreprises, alors comme la vôtre ou en tout cas sur ce secteur, c'est une grosse effervescence. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On est encore dans, les espoirs, les promesses ou on est dans les ça y est, on est arrivé à une certaine forme de maturité d'après vous? Alors il y a une maturité technologique, qui est là et qui existe. Je dirais que l'enjeu maintenant, c'est de pouvoir structurer cette maturité et s'assurer qu'on apporte toujours de la valeur et limiter les dérives, les mésusages. Et donc ça, c'est quelque chose que chez nous, on intègre directement dans notre produit, mais c'est un sujet que toutes les tech, en fait, qui utilisent de l'IA générative adressent parce que c'est essentiel. Donc on utilise des modèles souverains. Là, on teste Mistral, par exemple. On bataille pour avoir nos serveurs en France. Et tous ces sujets-là, on les adresse avec les acteurs aussi de l'enseignement, que ce soit dans le supérieur ou dans le SCO, en direct. Donc on co-construit ensemble pour anticiper des limites réglementaires qui pourraient arriver ou des dérives futures. C'est ça l'enjeu aujourd'hui avec l'IA finalement, hein. Merci beaucoup, Nejma Beldim, donc directrice, enfin CEO de Knowledge, qui s'écrit pas du tout comme on le croit, puis ça s'écrit Knowledge. C'est ça. Merci. Merci beaucoup, Jérôme.